Le dimanche 18 juin 2023, le navire de soutien d'OceanGate perd le contact avec Titan, leur sous-marin en fibre de carbone surnommé PlayStation. L'équipage de 5 personnes, dont le président-directeur général d'OceanGate, ne sera jamais revu. Et pendant que le monde s'interroge sur ce qui s'est passé, je pense que nous passons à côté de l'essentiel. Pourquoi OceanGate était-elle si pressée d'innover en développant une technologie peu coûteuse pour atteindre le fond de l'océan et qui en tirerait le plus grand bénéfice? En 1774, John Day est devenu le premier décès enregistré dans un submersible. Day était charpentier et il a donc utilisé ses compétences pour construire une boîte en bois qu'il a chargée sur un navire rempli de sacs de sable. Day a invité la marine et les médias à venir assister à sa plongée dans son sous-marin, espérant décrocher un contrat pour en construire d'autres lorsqu'il referait surface 12 heures plus tard. Un remorqueur a sorti le bateau du port de Plymouth, en Angleterre. Il est entré dans la boîte et a ordonné à l'équipage de couler le navire avec elle attachée. Lorsque le navire a coulé, la boîte a été écrasée par la pression de l'eau et il est mort à 30 mètres sous la ligne de flottaison. À l'époque, le matériau et la forme conventionnelle pour tout type de submersible étaient une cloche en bois qui fonctionnait davantage comme une cloche de plongée moderne qu'un sous-marin. Le 16 juin 2023, le navire de soutien Polar Prince quitte le port de St. John's à Terre-Neuve, au Canada, en direction du site de l'épave du Titanic, à 370 milles nautiques au sud-sud-est. En raison des retards dus à la météo, ce sera la seule expédition vers l'épave du Titanic cette année. OceanGate a parcouru un long chemin depuis ses débuts en 2009. Richard Stockton Rush est pilote de chasse et ingénieur aérospatial. Après l'université, il devient ingénieur d'essai en vol sur les avions de chasse F-15 Eagle. Il retourne à l'école pour obtenir son master en administration des affaires. Dès 1989, il devient président et directeur des technologies de contrôle à distance chez Blueview Technologies, entreprise produisant des systèmes sonars avancés pour la garde côtière de la marine et les véhicules sous-marins téléguidés. Depuis son plus jeune âge, Rush a canalisé son ambition vers les avions rapides, la technologie et l'exploration spatiale. Incapable de réaliser son rêve d'enfance de voler vers Mars, Rush porte son attention sur les endroits les plus profonds de la Terre. En 2006, il applique ses années de formation et d'expérience en technologie aérospatiale à la construction d'un mini-sous-marin basé sur les plans d'un commandant de sous-marin de la marine américaine. La profondeur est limitée à 10 mètres et Rush veut plonger plus profondément. Il cherche des sous-marins privés, mais il y en a très peu entre des mains privées et aucun n'est immédiatement à vendre. Une idée commence à se concrétiser et en 2009, OceanGate est fondé par Rush et Guillermo Sonline. Guillermo est un entrepreneur technologique argentino-américain. En 1998, Guillermo fonde Milo, une société de logiciels de reconnaissance vocale qu'il vend en 2001. Il investit toujours dans des startups technologiques et cofonde OceanGate avec Rush. La philosophie d'OceanGate est aussi disruptive que celle d'une startup de la Silicon Valley. Utiliser des technologies et des matériaux innovants pour réduire le coût de l'exploration des grands fonds marins à des fins commerciales et de recherche. Rush veut laisser sa marque dans le monde. Il sait que les océans ont un impact énorme sur la population mondiale et pourtant la majeure partie reste inaccessible à l'étude. En abaissant le coût d'accès aux lieux à étudier, il espère contribuer à la science et fonder une entreprise emmenant des clients dans les profondeurs de l'océan. Les clients fortunés accèdent à des lieux exclusifs. Les chercheurs peuvent étudier des endroits auparavant inaccessibles dans les océans et OceanGate réalise un bénéfice. Tout le monde y gagne. Rush a étudié le commerce et il sait donc que, pour créer une entreprise de haute technologie capable de se développer, il doit acquérir de l'expertise et attirer les bonnes personnes. Et c'est là que je peux voir certaines incohérences entre l'histoire qu'OceanGate raconte dans les médias et leur façon d'y parvenir. Le modèle économique d'emmener des clients riches au fond de la mer ressemble à celui du voyage. Si American Airlines veut transporter des passagers dans le monde, ils achètent des avions chez Boeing ou Airbus. Si une entreprise veut construire et vendre des avions, elle conçoit un produit à partir de zéro. La première mission d'OceanGate vise à documenter, scanner et récupérer des artefacts du vapeur A.J. Goddard. La A.J. Goddard repose à 10 mètres de profondeur dans le lac Leberge au Canada. Rush réunit une équipe de scientifiques, citoyens et d'archéologues.
Il n'est pas clair si les scientifiques citoyens sont des clients payants, mais un rapport sur l'étude précise que certaines personnes sont des bénévoles et d'autres sont répertoriées comme membres d'OceanGate, tandis que le site web d'OceanGate les présente comme des scientifiques citoyens. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'OceanGate commence à créer une zone grise, brouillant la frontière entre les clients payants et l'équipage. L'épave de la A.J. Goddard étant en eau peu profonde, l'expédition utilise la plongée sous-marine plutôt que des submersibles. Le groupe compte 130 plongées au total. Mais en plongée sous-marine, même les plongées peu profondes sont limitées en profondeur et en durée. Un plongeur doit emporter une réserve d'air dans une bouteille et à 10 mètres, la pression est 2 fois plus élevée que lorsqu'on est debout sur la plage. Il y a 2 choses qu'un plongeur doit comprendre. La première, c'est qu'un plongeur absorbe de l'azote qui doit ensuite être expulsé de son corps lorsqu'il remonte à la surface. Cette vidéo ne parle pas de l'azote. Découvrez les gaz corporels dans cette vidéo sur l'accident du Byford Dolphin. Ce qui est plus important pour cette histoire, c'est de comprendre la différence entre la pression à la surface et sous l'eau. La relation entre la pression de l'eau et la façon dont l'air est comprimé lorsque vous descendez est fascinante. Nous pouvons calculer précisément comment l'air réagit à la pression de l'eau. L'atmosphère exerce une pression semblable à un poids. Au-dessus de la ligne de flottaison, la pression est d'une atmosphère. Sous l'eau, elle augmente. Pour chaque 10 mètres que vous descendez, vous ajoutez une atmosphère de pression supplémentaire. C'est parce que l'eau est 800 fois plus dense que l'air. À 10 mètres, vous avez 2 atmosphères de pression. Une atmosphère de pression d'air plus une autre atmosphère de pression d'eau. Disons que vous gonflez un ballon à la surface et que vous le descendez à 10 mètres. Parce que la pression a doublé, elle comprime l'air dans le ballon jusqu'à la moitié du volume qu'il occupait à la surface. Il y a toujours la même quantité d'air dans le ballon, mais elle est comprimée à la moitié de sa taille. Cela signifie que l'air est 2 fois plus dense. Le même nombre de molécules d'air, mais elles sont plus rapprochées. Bien sûr, un ballon est flexible et il transmet la pression de l'eau à l'air à l'intérieur du ballon. Lorsqu'un plongeur respire de l'air à partir d'une bouteille à 10 mètres, il lui faut 2 fois plus d'air pour remplir ses poumons par rapport à ce qu'il respirait à la surface. Autrement dit, respirer 1 heure à la surface avec une bouteille ne permettrait que 30 minutes à 10 mètres de profondeur. Ainsi, les plongeurs sont limités par la quantité d'air qu'ils peuvent emporter avec eux. Une plongée à 20 mètres équivaut à 3 atmosphères, et donc la même bouteille ne durerait que 20 minutes. Plus un plongeur descend en profondeur, moins il dispose de temps d'air en fonction de la quantité d'air qu'il peut transporter. Ils absorbent également de l'azote, ce qui signifie qu'ils doivent éliminer cet azote de leur corps. C'est là qu'intervient le temps de décompression. Encore une fois, l'accident du Byford Dolphin explique cela plus en détail. Rush souhaite désormais plonger plus profondément, rester plus longtemps sous l'eau et utiliser des submersibles pour cela. OceanGate acquiert Antipode, un submersible pour 5 personnes pouvant plonger à 300 mètres et assurer 72 heures de vie. Un submersible est un engin qui peut fonctionner sous l'eau, mais qui a besoin de l'assistance d'un navire de soutien. Un sous-marin, en revanche, n'a pas besoin de navire de soutien. Il est totalement autonome, car l'équipage peut manger, dormir et vivre à bord, et il peut se déplacer seul d'un endroit à un autre. Lors de l'achat d'Antipodes, il était déjà testé et certifié par l'ABS, le Bureau américain de la navigation. Il est testé à une pression équivalente à 380 mètres de profondeur et homologué pour une plongée jusqu'à 305 mètres. La pression d'essai dépasse de 20% la profondeur certifiée du submersible. Une façon de tester un submersible est de le placer dans une chambre hydrostatique comme celle du Centre national Hyperbar à Aberdeen, en Écosse, qui teste les submersibles. La chambre est remplie d'eau et mise sous pression pour s'assurer que le submersible peut résister aux forces d'une plongée en haute mer. La technologie existe pour tester des engins comme celui-ci et elle est disponible pour que les entreprises soumettent leurs submersibles au processus de vérification, même s'il n'existe pas de normes en vigueur pour les certifier. C'est ça, la beauté de l'ingénierie. On peut construire, tester et vérifier ces conceptions. Un submersible est conçu pour résister à la pression de l'eau. Les calculs de conception couvrent les formes et matériaux de construction. Une forme parfaitement ronde comme une balle ou une sphère est plus résistante qu'une forme comme Antipodes qui possède une trappe tubulaire dépassant du sommet de la structure, ce qui introduit un point de faiblesse possible.
Et il a un design tubulaire allongé, ce qui signifie que le vaisseau comporte certaines lignes droites, qui sont plus faibles que les formes arrondies. Les matériaux ont différentes résistances. L'acier forgé et le titane sont couramment utilisés dans la construction des submersibles et des sous-marins. Ces matériaux ont des caractéristiques de performance hautement prévisibles. Antipode a eu une vie intéressante. Conçu à l'origine comme taxi sous-marin pour plongeurs en saturation sur les plateformes pétrolières de la mer du Nord. Il y a une grande différence entre la conception initiale d'Antipodes comme taxi sous-marin et son utilisation actuelle comme submersible touristique en haute mer. La conception originale d'Antipodes combine une cloche de plongée et un submersible. Elle possède 2 compartiments avec des pressions différentes à l'intérieur de chaque compartiment. La chambre sèche du pilote est maintenue à la pression atmosphérique comme au-dessus de la ligne de flottaison, tandis que la chambre humide des plongeurs est pressurisée comme leur zone de travail sous la ligne de flottaison. Ce système n'a été utilisé que brièvement au milieu des années 70. Les plongeurs n'ont pas besoin d'être transférés d'un projet sous-marin à un autre. Bien qu'il existe un exemple célèbre d'un navire qui a coulé, le cuisinier a survécu pendant 3 jours dans une poche d'air et a dû être transféré sur une ceinture de plongée. Je vais laisser un lien vers cette vidéo ici. À ce stade, vous vous demandez sûrement pourquoi j'accorde autant d'importance à ce submersible et quel est le rapport avec le submersible Titan d'OceanGate. Cela montre pourquoi un submersible est utile et comment la pression de l'eau influence l'air. Il faut aussi distinguer les décisions qui ont poussé OceanGate à créer son propre submersible au lieu d'en acheter un pour son entreprise d'aventure pour milliardaires. Les plongeurs en saturation travaillent des semaines sous pression. Prenons la profondeur de 300 mètres pour laquelle l'Antipodes est certifié. À une profondeur de 300 mètres, cela représente 31 atmosphères de pression. Le gaz qu'un plongeur en saturation respire est comprimé 31 fois par rapport à la surface. En raison de l'effet des gaz dans le corps, ces plongeurs ne peuvent pas remonter sans décompression. Cela peut prendre des jours, donc ils sont maintenus à la même pression que celle à laquelle ils travaillent et ils vivent sous pression pendant presque 1 mois. Qu'ils soient à la surface dans l'habitat du navire ou à 300 mètres de profondeur, la pression est la même, 31 atmosphères. Pour travailler, ils descendent dans le caisson pressurisé jusqu'à 300 mètres. La pression de l'air dans le caisson étant égale aux 31 atmosphères de l'eau, ils peuvent ouvrir la trappe et nager dehors pour travailler. Ils peuvent ouvrir la trappe du caisson de plongée et il ne sera pas inondé parce qu'il y a du gaz comprimé à l'intérieur du caisson, donc la pression à l'intérieur du caisson est la même que la pression de l'eau à cette profondeur. Il n'y a donc pas de différence de pression, mais le gaz dans le caisson est 30 fois plus dense que l'air à la surface. Comprendre la différence de pression, appelée delta P, est essentiel pour savoir comment fonctionne un submersible. Après avoir remonté la ceinture de plongée, il verrouille et scelle le gaz à haute pression dans le caisson. Si ce caisson s'ouvre en surface, comme lors de l'accident du Byford Dolphin, l'air se dilaterait jusqu'à 31 fois le volume du caisson. À la surface, il y a une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du caisson, mais c'est l'inverse pour le pilote de l'Antipode ou d'autres submersibles. Le pilote est enfermé dans une chambre de pression avec une atmosphère de pression provenant de la surface. Le pilote doit descendre avec le submersible, mais il n'a pas besoin d'aller dans l'eau pour travailler. Lorsqu'il remonte à la surface, il doit pouvoir ouvrir la trappe et sortir du submersible comme s'il n'avait pas du tout plongé. Alors qu'une cloche de plongée enferme les 30 et une atmosphère de pression provenant d'une profondeur de 300 mètres, puis ramène cette pression à la surface. Le submersible fait l'inverse. Il enferme une atmosphère de pression à la surface, puis plonge jusqu'à 300 mètres. Mais s'il emmène la pression de surface au fond, il doit résister à celle de l'eau. Le submersible n'est pas souple comme un ballon. En descendant un ballon à 300 mètres, l'air à l'intérieur sera comprimé dans un espace 31 fois plus petit qu'à la surface. Si le pilote d'un submersible ouvre sa trappe à 300 mètres, l'air à l'intérieur de sa chambre serait immédiatement comprimé dans un espace 31 fois plus petit que sa chambre. Un plongeur sous-marin est limité en profondeur par le gaz qu'il respire et la quantité qu'il peut emporter. Les plongeurs sous-marins et les plongeurs en saturation sont exposés à la pression de l'eau. Plus ils restent longtemps sous l'eau, plus la décompression prend du temps lors de la remontée. Un plongeur sous-marin de loisir est limité à 40 mètres afin qu'il n'ait pas à se soucier du temps de décompression. C'est bien, car ces bouteilles ne permettent qu'une courte plongée.
Les plongeurs en saturation reçoivent du gaz depuis la surface, qui leur est pompé, ce qui signifie qu'ils ne sont pas limités par le temps. Mais une plongée à 300 mètres prendra des jours pour la décompression. La profondeur maximale atteinte par les plongeurs en saturation est d'environ 600 mètres, et c'est extrêmement dangereux parce que le corps humain ne supporte pas bien de telles profondeurs, et il peut falloir presque une semaine pour se décompresser. À 600 mètres de profondeur, le gaz qu'un plongeur respire est 61 fois plus comprimé qu'à la surface. Le gaz est tellement dense qu'on a l'impression de devoir l'avaler plutôt que de le respirer. Physiologiquement, c'est la profondeur maximale atteignable par un plongeur, nécessitant un entraînement intensif et un apport en gaz respirable via un ombilical relié au navire de soutien. Le 17 juin 2023, Hamish Harding, un passager du Polar Prince, publie un message sur ses réseaux sociaux pour annoncer qu'ils vont tenter de plonger vers le Titanic demain, dimanche 18 juin. Oui, les réseaux sociaux sont un élément que Rush a intégré dans l'entreprise. Il veut avoir à bord des personnes avec une grande audience et, au fil des années, il a accueilli plusieurs influenceurs dans ses submersibles. Rush veut lancer une entreprise technologique, laquelle doit attirer l'attention. Les investisseurs et les scientifiques citoyens doivent être au courant et ils doivent être enthousiastes à l'idée d'aller dans des endroits où peu de gens sont allés. On peut dire que Rush aime être remarqué. Avant qu'OceanGate n'achète Antipodes, il avait déjà été converti pour être utilisé uniquement comme un submersible à une seule chambre. Rush s'intéresse avant tout à la recherche, alors il commence à emmener des scientifiques non rémunérés sur des sites pour leurs recherches pendant qu'il réfléchit à la direction à donner à son entreprise. OceanGate documente ses sites de plongée et collabore avec des sponsors tels que National Geographic et Blueview Technologies, son ancien employeur. Rush commence à s'engager sur une voie pour aider à résoudre certaines des questions que la science se pose sur les océans et leurs ressources. En 2010, OceanGate utilise Antipodes pour emmener des chercheurs et des scientifiques explorer l'île de Catalina. Au cours de 2 semaines, il documente des sites autour de l'île et organise des événements avec les écoles locales pour inspirer et éduquer les élèves sur le monde sous-marin et les sciences utilisées pour l'explorer. Entre 2010 et 2014, OceanGate accumule les plongées et les expéditions avec Antipodes partout aux États-Unis. Leur contribution à la science inclut emmener des cinéastes en eau profonde, tester une caméra 3D de Google pour cartographier les récifs, réaliser des scans 3D haute résolution avec la technologie sonar, documenter l'état d'épave, évaluer la santé des écosystèmes et étudier les espèces de poissons envahissantes. Il participe régulièrement à des programmes de sensibilisation pour encourager les élèves à choisir des cursus sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Maintenant, Rush devient de plus en plus agité et frustré parce qu'il y a 2 limites qu'il veut surmonter. Le navire de soutien et l'équipage pour entretenir et faire fonctionner un submersible coûtent extrêmement cher. Rush sait que pour développer leur capacité sous-marine, il a besoin d'argent provenant de clients payants. Cela a toujours fait partie du plan. Antipodes n'est certifié que pour plonger jusqu'à 305 mètres et de nombreux sites de plongée que Rush souhaite explorer ne sont pas accessibles à cause de cette limite de profondeur. Cela importe peu, car la loi de 1993 sur la sécurité des navires à passagers interdit le tourisme en submersible au-delà de 45 mètres, OPTEA. C'est une loi avec laquelle Rush n'est pas d'accord, et il affirme qu'elle privilégie inutilement la sécurité des passagers au détriment de l'innovation commerciale. Selon cette loi, il peut emmener des chercheurs et scientifiques comme membres d'équipage non rémunérés à des profondeurs accrues. Mais dès qu'une personne paie, il doit limiter la profondeur. Mais d'une certaine manière, il ne s'inquiète pas vraiment de cette loi parce qu'elle ne s'applique qu'aux activités commerciales dans les eaux américaines. Si OceanGate organise des expéditions en eau internationale, ces règles ne s'appliquent pas. Et les sites de plongée comme le Titanic se trouvent dans les eaux internationales. Donc, le seul problème qu'il doit vraiment résoudre, c'est la profondeur. À 0400, le 18 juin 2023, à environ 370 milles nautiques dans le Pacifique, la plateforme de lancement et de récupération du Titan LARS est soulevée du pont du Polar Prince par la grue du navire. Elle pivote depuis le navire et se pose dans l'eau. Le Titan est soulevé et placé sur la plateforme flottante. Presque 30 ans plus tôt, au milieu des années 90, James Cameron a fait le même voyage dans le Pacifique.
Le submersible russe Mir, utilisé par James Cameron pour environ 33 plongées, adoptait une coque de pression en sphère métallique éprouvée. Un submersible doit supporter 380 atmosphères de pression pour atteindre les 3800 mètres de profondeur du Titanic. James Cameron monte à bord, puis lui et le pilote du submersible verrouillent la sphère derrière eux. Au fur et à mesure que le Mir plonge, la pression de l'eau environnante augmente, mais l'atmosphère d'air enfermée à l'intérieur est protégée par la sphère métallique. Quand le Mir atteint le Titanic, la pression de l'eau est 380 fois supérieure à celle à l'intérieur du submersible. Les deux éléments qui résistent à la pression écrasante sont la forme sphérique et l'épaisseur du métal. Le submersible Mir était innovant pour son temps. Au lieu de souder les deux moitiés de la sphère ensemble, ce qui affaiblit le métal, les deux moitiés de la sphère ont été usinées et boulonnées ensemble. Ils ont également utilisé un alliage métallique avec une proportion plus élevée de cobalt, ce qui donnait à la coque sous pression un rapport résistance-poids légèrement meilleur. Et c'est là que cela devient vraiment intéressant, car il faut saluer l'innovation que Rush apporte à l'industrie. Si vous prenez un gros bloc de métal et que vous le jetez dans l'eau, il va couler. Si vous prenez le même bloc de métal et que vous le façonnez en forme de coque de navire, il flottera parce qu'il déplace plus d'eau que son propre poids. Lorsque vous fabriquez une coque de pression submersible à partir d'un métal fin, il est possible qu'elle flotte. C'est à cause de son rapport poids de flottabilité. Mais pour résister aux 380 atmosphères de pression d'eau au niveau du Titanic, il faut utiliser un métal plus épais, donc plus lourd, même s'il ne déplace que la même quantité d'eau, et donc il va couler. En dessous de 2000 mètres, le rapport poids-flottabilité du métal n'est plus viable. Il y a deux façons de gérer ce problème de flottabilité. Vous pouvez soit ajouter un matériau flottant pour contrebalancer le poids du métal plus épais, soit fabriquer une coque de pression plus légère, à condition qu'elle soit tout aussi solide. De 2013 à 2015, OceanGate développe Cyclops 1. Rush utilise les installations de l'Université de Washington et fait la publicité de ses relations avec la National Aeronautics and Space Administration et Boeing. Les trois organisations se sont désormais distancées de ces affirmations. Je m'attends à ce que, dans les années à venir, des avocats examinent en détail la nature de ces relations. Dans mon esprit, cela pourrait aller de l'achat de matériaux à une simple poignée de main avec quelqu'un qui y a travaillé autrefois. En développant la technologie pour Cyclops One, Rush introduit l'idée de la fibre de carbone comme matériau en raison de son rapport résistance-flottabilité. Vous voyez, le coût d'envoyer un submersible à de telles profondeurs se répartit en 4 catégories. Le coût de la coque de pression, le coût de l'équipement pour faire fonctionner le submersible comme les commandes, le coût de la flottabilité pour compenser le poids de la coque de pression et le coût du navire de soutien. S'il peut réduire chacun de ces coûts en fabriquant un submersible plus petit et plus léger, alors il peut attirer les clients qu'il souhaite vraiment. D'une certaine manière, Rush réfléchit comme Elon Musk et adopte une approche basée sur les premiers principes. Rush n'ira pas sur Mars, mais au moins il peut penser comme quelqu'un qui vise dans la même direction. Ses idées innovantes sont réalisables grâce à son expérience en ingénierie aérospatiale. Pour renforcer la sécurité, Rush crée des capteurs surveillant l'intégrité de la fibre de carbone afin de détecter précocement d'éventuels points de défaillance. Il teste les modèles jusqu'à leur destruction, ce qui nous aide à observer la délamination dans la fibre de carbone. Ces tests ne sont pas conçus pour vérifier la résistance des matériaux lors de plongées répétées, mais plutôt pour tester les capteurs qui surveillent les sons produits par les modèles sous contrainte. Les capteurs enregistrent en temps réel les contraintes sur la coque, mais il n'existe pas de capteur qui mesure la déformation au fil du temps sur la coque pressurisée prête à l'emploi sortie d'usine. À mon avis, si la coque subit une usure lors d'une plongée et que la plongée suivante ajoute à cette usure, les capteurs ne détectent que ce qui se passe pendant la plongée en cours, mais pas l'effet cumulatif du stress au fil du temps. La seule façon de surveiller cela est d'utiliser des tests non destructifs comme les rayons X et l'échographie pour vérifier l'intégrité de la coque pressurisée. Il adopte également l'approche d'utiliser du matériel commercial prêt à l'emploi. Et bien sûr, Rush n'est pas timide avec les médias, donc le monde découvre comment il aborde ce problème. Les études attirent l'attention des clients militaires et du secteur de l'énergie qui cherchent toujours des moyens d'améliorer leur capacité à moindre coût.
Il me semble que Rush perd patience avec le processus de test et veut profiter de l'intérêt de clients potentiellement lucratifs. En 2015, OceanGate achète le submersible Lula à coque en acier et y installe des composants commerciaux standards. C'est la première fois qu'OceanGate utilise un système de contrôle PlayStation et une technologie commerciale standard d'une manière qui améliore l'expérience du pilote et réduit le coût du développement. Le submersible s'appelle Cyclops 1. Il n'installe pas la technologie en fibre de carbone qu'il développait. Il atteint 500 mètres de profondeur avec 5 personnes pendant 8 heures. Bien que cela semble n'être qu'une légère amélioration sur Antipode, Cyclops sert de test pour les futurs modèles. Il possède un système de survie d'urgence autonome 72 heures. À bord, il y a des bouteilles d'oxygène, des systèmes de surveillance des gaz et une technologie de recycleur. À mesure que l'équipage respire, le dioxyde de carbone augmente et l'oxygène diminue. Les filtres d'un système recycleur éliminent le dioxyde de carbone lorsqu'il passe à travers un mélange de chaux sodée contenant de l'hydroxyde de sodium et de l'hydroxyde de calcium. Le dioxyde de carbone est éliminé et capturé par la chaux sodée. Des bouteilles de gaz comprimé ajoutent ensuite une petite quantité d'oxygène pur dans l'alimentation en air afin de maintenir un niveau d'oxygène de 21% dans l'air. La coque de pression de Lula est déjà certifiée et Rush ne la pousse pas au-delà de ses limites. Il s'en sert plutôt pour valoriser l'innovation d'OceanGate, soutenir la recherche scientifique et définir les principes clés du navire de soutien. Le 18 juin 2023, à 7h35, hommes embarquent dans la coque de pression du Titan. Le dôme extérieur est boulonné derrière eux, puis des plongeurs purgent la chambre de flottabilité sur Lars, la plateforme de lancement et de récupération. La plateforme descend à environ 10 mètres de profondeur. À mesure que Lars descend, Titan peut utiliser ses propulseurs pour se séparer de Lars. Stockton Rush fait signe aux plongeurs que tout est prêt à travers le hublot. À 0,800, Titan commence alors sa descente. Dans 2 heures, ils seront à la même profondeur que le Titanic. Seul Titan est en flottabilité neutre, il a donc des poids de lest fixés à la structure pour l'aider à couler. Le lest est un poids mobile ou amovible. Il sert à équilibrer le poids d'une embarcation et est largué pour augmenter la flottabilité. Le Deep Sea Challenger est un submersible commandé par le réalisateur James Cameron pour un coût estimé à 10 millions de dollars. Il a été construit à Sydney, en Australie, par la société de recherche et de conception Acheron Projects. En 2012, Cameron a utilisé ce submersible pour une plongée en solo jusqu'au Challenger Deep dans la fosse des Mariannes, le point le plus profond des océans du monde à 10 935 mètres. À plus de 1000 atmosphères, soit plus du double de la pression du Titanic. Tout comme le submersible Mir, le Deep Sea Challenger possède une coque de pression sphérique en métal. Son orientation est verticale, contrairement à l'horizontale, ce qui aide en quelque sorte à des descentes rapides. La remontée rapide n'affecte pas l'équipage, car la bulle d'air à l'intérieur de la coque de pression reste isolée des variations de pression de l'eau. La flottabilité provient d'une mousse syntactique. C'est une mousse fabriquée sur mesure appelée Isoflot, qui a été spécialement conçue pour le projet Deep Sea Challenger. Cette mousse contient de petites microsphères creuses suspendues dans une résine époxy. Les microsphères de verre assurent la flottabilité, car ce sont essentiellement de minuscules bulles d'air scellées. La résine époxy offre une résistance suffisante pour supporter les pressions extrêmes à des profondeurs allant jusqu'à 11 000 mètres. La mousse syntactique a été choisie car elle résiste à une pression extrême. La flottabilité du submersible est constante à toutes les profondeurs. Cette mousse syntactique a un excellent rapport poids-flottabilité. Plus légère que l'eau et assez solide pour résister aux pressions des profondeurs océaniques, elle est idéale pour l'exploration en haute mer. La majeure partie du volume du submersible est occupée par cette mousse syntactique. Mais il y a une grande différence entre la mousse qui soutient des bulles d'air microscopiques et la coque de pression qui doit supporter une grande bulle d'air. Une mousse comme celle-ci ne retiendrait pas la pression de l'eau avec une bulle d'air assez grande pour une personne. Pour cela, il vous faut une coque de pression suffisamment solide pour retenir la pression de l'eau. Le Deep Sea Challenger possède des plaques métalliques fixées sous le vaisseau. Ces poids sont conçus de façon à ce que le vaisseau soit en flottabilité négative lorsqu'ils sont attachés, donc ils coulent. À leur profondeur de plongée, ils larguent des poids pour atteindre la flottabilité neutre sans flotter ni couler.
À la fin de la plongée, ils larguent encore plus de poids pour être en flottabilité positive et ils remontent à la surface. Le Deep Sea Challenger est conçu et testé pour quelques plongées seulement, puis retiré du service. Au moment où OceanGate s'apprête à travailler sur leur coque en fibre de carbone, ils donnent une interview à Fast Company. Rush expose la stratégie d'OceanGate. Attirer des clients fortunés pour acheter des billets, financer le développement et prouver la technologie aux compagnies pétrolières et gazières qui dépensent 16 milliards de dollars par an pour des véhicules télécommandés. Quand il évoque l'utilisation de clients fortunés comme levier pour exploiter pétrole, gaz et minéraux sous-marins, il affirme que cela se produira quoi qu'il arrive. Nous ne participerons pas à la production de pétrole, seulement à l'inspection, la réparation et la maintenance. Et plus vous pouvez rendre cela abordable, plus vous le ferez. Il a peut-être compris, grâce à Odyssey Marine, que la richesse vient plus de l'exploitation minière que des épaves. Odyssey Marine a commencé comme chasseur de trésors, parcourant les océans à la recherche d'épaves. Mais lorsque ce modèle économique s'est effondré, ils ont tourné leur attention vers l'exploitation minière des fonds marins. Et voici une vidéo sur le trésor de 500 millions de dollars qui a changé leur modèle économique. Au début de l'année 2017, OceanGate commande sa première coque en titane. Après livraison, la coque est enveloppée de fibres de carbone selon un motif informatique assurant une répartition uniforme des brins autour de la coque. Les fibres se chevauchent, mais elles ne se croisent pas à des angles différents. Des capteurs sont intégrés dans la coque afin de mesurer et d'alerter le pilote en cas d'anomalie dans la structure. En théorie, cela devrait laisser au pilote le temps de remonter avant que la coque ne se déforme sous la pression. À la fin de 2017, OceanGate colle les embouts en titane sur la coque en fibre de carbone de son nouveau véhicule de submersion ultra profond, Titan. Le submersible est assemblé et en janvier 2018, il est remis de l'ingénierie aux opérations pour qu'ils puissent l'inspecter et le tester. À la fin de 2018, Triton Submersible a lancé le Triton 36000 bar 2 pour un coût d'environ 37 millions de dollars, également connu sous le nom de Limiting Factor. C'est un submersible biplace conçu pour les grandes profondeurs, capable d'atteindre les points les plus profonds de tous les océans. Triton Submarines conçoit, fabrique et exploite des submersibles pour chercheurs, explorateurs et propriétaires de super yachts. Limiting Factor est le premier submersible habité certifié commercialement à atteindre la pleine profondeur océanique. Il a été utilisé lors de l'expédition Five Deeps menée par l'explorateur Victor Vescovo en 2018 et 2019, effectuant plusieurs plongées jusqu'au point le plus profond des 5 océans du monde. La coque de pression est une sphère en titane avec des parois de 90 mm d'épaisseur, capable de résister aux 1000 atmosphères de pression à plus de 11 000 mètres de profondeur. Un unique hublot ou fenêtre en acrylique de 1200 cm est également conçu pour résister aux pressions extrêmes. D'abord, les matériaux de la coque sont testés pour leur résistance et résilience sous haute pression. De petits échantillons du matériau sont placés dans une presse hydraulique pour déterminer leur point de rupture. Durant et après la fabrication, des contrôles non destructifs comme les ultrasons et l'imagerie par rayon X servent à détecter des défauts ou faiblesses dans la coque. Ensuite, la coque subit un test de pression hydrostatique dans une chambre remplie d'eau. La pression est augmentée lentement pour simuler les conditions auxquelles le submersible sera confronté à sa profondeur maximale d'exploitation. Le limiting factor est testé à 1200 atmosphères, soit 20% de plus que la pression du point le plus profond de l'océan. La coque de pression passe le test sans déformation ni rupture. Elle est ensuite certifiée par l'American Bureau of Shipping comme étant sûre pour une utilisation à la profondeur prévue. La coque doit ensuite être inspectée et testée régulièrement pour garantir sa sécurité et sa certification. C'est le type de navire que j'attendrais d'une entreprise de tourisme d'aventure haut de gamme. La flottabilité du Limiting Factor repose sur une mousse syntactique semblable à celle du Deep Sea Challenger de James Cameron. La principale différence entre le Deep Sea Challenger et le Limiting Factor est que ce dernier est conçu pour plonger de façon répétée à ces profondeurs. Il doit être inspecté et testé à intervalles réguliers, mais il restera en service. L'utilisation du métal est essentielle car il est flexible. Il se contracte sous pression et se dilate quand elle est relâchée.
Rush continue d'utiliser Cyclope 1 pour les expéditions jusqu'à ce que Titan soit prêt pour les essais en mer. En 2019, Cyclope 1 réalise des plongées hebdomadaires à Possession Sound, à 5 miles au sud-ouest de la marina de Port Everett, siège d'Ocean Gate. C'est la dernière série de plongées d'expédition où Cyclope 1 est au centre de la scène, mais cela marque aussi une première. Ocean Gate associe souvent des scientifiques citoyens à ses plongées de recherche. Mais cette série de plongées marque l'introduction des spécialistes de mission. Les plongées varient en profondeur de 115 mètres à 150 mètres. Ces plongées ont lieu dans les eaux américaines, où la profondeur maximale pour les plongées touristiques est de 45 mètres. Je ne sais pas clairement s'il s'agit de clients payants, mais j'ai l'impression que Rush commence à tester les limites de la loi pour voir jusqu'où elle réagit. Entre 8h et 9h45, le 18 juin, le Titan et le Polar Prince communiquent toutes les 15 minutes. Des messages textes confirment la profondeur, le bon fonctionnement des systèmes et l'état de l'équipage. La communication dans le Limiting Factor et le Deep Sea Challenger de James Cameron utilise des modems acoustiques qui envoient des signaux à travers l'eau. C'est le même type de système utilisé dans le Titan. La communication sous l'eau est notoirement difficile. Les submersibles prévoient parfois de perdre la communication. Un modem sous-marin prend une donnée et la convertit en un paquet de données à transmettre. Ce paquet de données est décodé par un autre modem. Parce que cet équipement perd le signal de temps en temps, les modems acoustiques sont conçus pour passer en mode recherche et plongée lorsqu'ils perdent le contact. C'est quelque chose auquel on s'attend. Plus les deux modems sont éloignés, plus il devient difficile de maintenir le contact. Des procédures sont prévues en cas de perte du signal. Le navire de soutien Polar Prince doit attendre l'heure prévue du retour du Titan à la surface avant de donner l'alerte. En 2018, David Lockridge inspecte le submersible Titan lorsqu'il est transféré de l'ingénierie aux opérations. Rush lui a confié l'inspection afin d'assurer la sécurité de l'équipage lors des plongées. Lockridge est un ingénieur maritime expérimenté et pilote de submersible avec une expérience dans les opérations sous-marines et les techniques de sauvetage au sein de la Royal Navy. Il possède donc l'expérience et les compétences pour détecter les problèmes potentiels. Après l'inspection, Lockridge envoie son rapport qui détaille un certain nombre de préoccupations et conclut qu'il ne peut pas approuver le navire. Il précise qu'aucun test non destructif, rayon X, échographie, ni test destructif de pression hydrostatique n'ont été réalisés. Rush a soit choisi de ne pas payer pour ce type de test, soit décidé de ne pas les effectuer. La coque sous pression du Titan n'est pas testée pour sa résistance ou sa durabilité. Il s'inquiète aussi que Rush ait prévu des plongées habitées sans ces tests. Le coup de grâce pour Lockridge survient lorsqu'il désapprouve la décision de l'entreprise d'utiliser un hublot certifié seulement pour 1300 mètres ou 130 atmosphères. La profondeur de plongée prévue pour le Titan est plus de 2 fois supérieure à 400 atmosphères de pression. Lockridge est licencié et poursuivi par Ocean Gate pour divulgation de secrets commerciaux. Lockridge riposte par un procès. L'affaire est réglée à l'amiable. Rush a clairement dit ne pas vouloir embaucher des personnes de 50 ans aux cheveux gris. Il préfère embaucher des personnes de 25 ans, plus inspirantes ou moins susceptibles de soulever des préoccupations. Au cours de l'année 2018, Ocean Gate effectue une série de plongées d'essai avec Stockton Rush aux commandes du submersible Titan, descendant à des profondeurs de plus en plus importantes. Le 10 décembre 2018, Rush descend à 4000 mètres. Il s'arrête plusieurs fois lors de la descente pour vérifier l'intégrité de la coque et le bon fonctionnement du système de surveillance. Après 7 heures, il refait surface, devenant la deuxième personne à plonger en solo à 400 atmosphères. Ocean Gate a indiqué que c'était leur plongée de validation. En concevant un avion, vous pouvez réaliser tous les tests, modélisations et essais en soufflerie souhaitée. Mais à un certain moment, la seule façon de confirmer que votre conception vole, c'est de décoller et de voler. Je vois Rush appliquer la même philosophie ici. Rush donne une conférence à GeekWire pour partager sa plongée réussie et ses ambitions. Lors de cette conférence, il cible ce que le public technologique souhaite entendre. Mais il révèle aussi d'autres aspects de sa pensée. Cette diapositive montre qu'il est pleinement conscient du potentiel d'avoir plus de pétrole, de gaz, de terres rares et de métaux que ce que la Terre peut fournir. Et le langage qu'Ocean Gate utilise sur leur site web est en accord avec ces principes.
Nous proposons des programmes de submersibles bruts sûrs, écologiques, de qualité et rentables, permettant à nos clients de mieux se connecter et de prendre des décisions éclairées pour leur mission en eau profonde. En 2021 et 2022, OceanGate mène 4 expéditions vers le Titanic, totalisant 13 plongées. C'est incroyable de penser que le submersible qu'ils ont conçu et construit en utilisant des technologies innovantes empruntées à l'aérospatiale et réalisées avec de jeunes talents inspirants fonctionne réellement. La philosophie de la Silicon Valley, qui consiste à se développer rapidement, à enfreindre les règles et à courir avant de savoir marcher, a permis d'atteindre exactement ce qu'ils voulaient accomplir. Mais, comme une start-up tech, les fissures apparaissent bien avant l'implosion. Les startups technologiques prospèrent appliquent cette philosophie pour détecter rapidement les failles et itérer vers un produit durable. OceanGate néglige les fissures. On dirait que Stockton Rush refuse de voir les problèmes. Il a tellement investi dans le fait d'avoir raison sur un point qu'il lui est maintenant impossible de faire marche arrière. Il est impossible pour un plongeur d'atteindre les profondeurs du Titanic. Un plongeur a atteint environ 600 mètres de profondeur, nécessitant près d'une semaine de décompression. La profondeur du Titanic rend tout gaz respirable presque aussi dense que l'eau. Cela signifie que la seule façon d'atteindre le Titanic est à bord d'un submersible. Les submersibles sont conçus pour résister à la pression de l'eau et protéger une bulle d'air à une atmosphère provenant de la surface. Pour y parvenir, ils utilisent tous les avantages à leur disposition. Ils utilisent une sphère, qui est la forme la plus résistante sans ligne droite, afin que la pression soit uniforme sur toute la coque de pression. Ils emploient les matériaux les plus résistants, capables de supporter la contraction et la dilatation subies par la coque de pression lors de la descente et de la remontée. Les matériaux sont testés à l'aide de rayons X et d'ultrasons. Ensuite, la coque de pression est testée hydrostatiquement dans une chambre de pression remplie d'eau à une pression supérieure de 20% à celle qu'elle subira avec son équipage. À 9h47, Titan perd le contact avec Polar Prince. Ils perdent à la fois la discussion par message texte avec l'équipage et le signal régulier des systèmes à bord. L'équipage à bord du Polar Prince attend l'heure prévue pour la remontée du Titan à 17h15. Ils sont sans contact depuis presque 8 heures. À 17h40, l'équipage du Polar Prince contacte les gardes-côtes pour les informer que le submersible a du retard. Ils donnent aux gardes-côtes la position de l'épave du Titanic à 900 milles nautiques à l'est du Cap Cod et les informent qu'il y a 5 personnes à bord. La fibre de carbone est un matériau solide, mais c'est aussi un matériau rigide. La fibre de carbone est comparable à la fibre de verre. Les brins de verre donnent de la résistance à la résine et les brins de fibre de carbone sont encore plus solides. Le problème que je vois, c'est que la résine est la partie qui lie ces matériaux. Le métal peut supporter une certaine flexibilité parce que c'est un seul morceau de métal. Il n'est pas sujet à se casser à l'intérieur de sa propre structure. Les couches de fibres de carbone sont rigides et donc, lorsqu'elles sont comprimées sous le poids extrême de l'eau, elles seront sujettes à de petites fractures à l'intérieur des couches. Ce n'est pas la solidité de la fibre de carbone qui pose problème, mais le manque de flexibilité de la résine. Cette délamination peut affaiblir. Les capteurs de surveillance de la coque détectent uniquement ce qui se passe durant une plongée. Ils ne surveillent pas l'effet cumulatif de plusieurs plongées. Le cylindre du Titan contient presque 40 000 litres d'air. Sous une pression de 380 atmosphères, cet air devrait occuper un volume de 100 litres. En moins d'un instant, la pression de l'eau surpasse la faiblesse cumulative et provoque une implosion. Hélas, il suffisait que Rush échoue une seule fois à cette profondeur. La philosophie d'une start-up technologique est d'échouer souvent. Rush a vraiment innové. Il a atteint le Titanic avec un engin à flottabilité neutre, probablement moins coûteux à construire que les précédents. Je n'ai pas pu trouver de chiffres pour le coût réel. Peut-être que l'avenir des submersibles pour les grandes profondeurs réside dans la fibre de carbone. Peut-être qu'une forme sphérique combinée à la fibre de carbone permettrait aux couches de fibres de se chevaucher dans des directions alternées. La fibre de carbone pourrait être encapsulée dans une seconde sphère en titane ou simplement être plus épaisse. Peut-être qu'un nouveau type de résine fonctionnerait, une résine suffisamment solide et flexible pour résister à ces forces, combinée à une forme sphérique et à la fibre de carbone. Nous l'ignorons car cela n'a pas été testé.
Des vies ont été perdues parce que les étapes de test, de confirmation et d'itération ont été négligées pour atteindre l'objectif final trop vite. Rush voulait surtout avoir raison avec cette idée au lieu de chercher la bonne solution avec le temps. On le voit tout le temps dans les entreprises où le propriétaire a une idée et travaille uniquement pour prouver que son idée est juste au lieu de faire des changements jusqu'à ce que le produit final fonctionne. Quand John Day est mort dans sa boîte en bois, ce n'était pas la fin des submersibles. Depuis, des submersibles ont même été fabriqués en bois. Je ne pense pas que la question soit de savoir ce qui a mal tourné. Je pense qu'il est assez facile de voir, avec le recul, ce qui a mal tourné. La question essentielle est de comprendre ce qui a bien fonctionné et comment innover en s'appuyant sur ses succès. Comment les tests de matériaux peuvent-ils améliorer les submersibles à l'avenir ? Le 19 juin, les opérations de recherche et de sauvetage commencent avec le déploiement d'avions de repérage et d'appareils de détection sous-marine sur une vaste zone de recherche. La couverture médiatique indique qu'il resterait environ 96 heures d'oxygène disponibles pour l'équipage du Titan. La garde côtière déploie un C-130 Hercule et un P-8 Poséidon, 2 avions de recherche sous-marine, pour fouiller la zone. Le 20 juin, la France déploie l'Atlante, un navire de recherche et d'exploration, pour aider à la mission de sauvetage. Il détecte des sons sous la surface à intervalles réguliers. Cependant, avec autant de navires de sauvetage sur place, il se peut que l'anomalie soit due au sauvetage lui-même et non au Titan. Le submersible américain Curve 21 participe aux recherches grâce à sa capacité d'opérer jusqu'à 4000 mètres, l'un des rares à atteindre les profondeurs du Titan. Le Curve 21 est un véhicule télécommandé ou véhicule sous-marin téléguidé qui est contrôlé via un câble ombilical à fibre optique et dispose de plusieurs caméras haute définition ainsi que de manipulateurs pour effectuer des tâches complexes. Le 21, l'Atlanta arrive sur les lieux et déploie un véhicule sous-marin téléguidé appelé Victor 6000. Il déroule un câble de 6000 mètres depuis l'Atlanta et est décrit comme le dernier espoir du Titan. Le 22 juin est la date limite pour l'oxygène du Titan. Plus tard dans la journée, le champ de débris du Titan est retrouvé à environ 500 mètres de l'épave du Titanic. La marine américaine a ensuite révélé avoir entendu ce qu'elle décrivait comme le son d'une implosion. J'imagine qu'ils ont attendu d'avoir une confirmation avant de divulguer cette information. S'ils l'avaient révélé plus tôt, la frénésie médiatique aurait continué et la recherche aussi. Il est quasi impossible d'identifier un lieu avec un son sous l'eau, donc révéler cette information n'apporte rien à la mission de sauvetage. S'ils n'avaient rien dit et que le sous-marin avait été retrouvé intact, ils auraient eu tort. À mon avis, révéler cette information plus tôt n'aurait fait qu'alimenter les médias. C'est simplement une distraction. Une chose reste claire pour moi. L'exploitation des fonds marins a commencé. Odyssey Marines a abandonné son modèle économique de recherche de trésors pour exploiter les océans. L'exploration pétrolière et minière des fonds marins favorisera l'innovation. En ce moment même, des millions de personnes pensent que cet accident dissuadera d'autres de commettre la même erreur. En réalité, quelqu'un est inspiré par l'accomplissement de Rush. Ils verront l'opportunité d'explorer les profondeurs de l'océan et d'innover sur le design d'OceanGate. Je vois une corrélation évidente entre cette catastrophe et la course à l'exploitation minière des fonds marins. La question que nous devrions nous poser est: quelle catastrophe cette exploitation minière va-t-elle entraîner ?